émission spéciale avec Stéphanie Raymond-Bougie. Bonjour, cher public sénégalais. Vous êtes à Adja Radio, Dakar, Sénégal. Et mon nom est Stéphanie Raymond-Bougie. Je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui pour partager le parcours d'une entreprise, d'entrepreneurs ici qui veulent s'installer au Sénégal, mais qui proviennent du Canada. Donc, on va commencer tout de suite par discuter avec Annick. Annick, on veut t'entendre. Parle-nous de ton parcours entrepreneurial et que fais-tu ici au Sénégal? Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour tout le monde. Donc oui, c'est Annick Couetu-Gamo, camerounaise, française, canadienne et maintenant au Sénégal. Et pourquoi pas sénégalaise bientôt, sait-on jamais. Je suis entrepreneur depuis bientôt 3 ans. J'ai une entreprise, on dirait plutôt une organisation à but non lucratif qui fait dans l'éducation financière. Donc, c'est vraiment aider les gens à prendre possession des moyens financiers qu'ils ont, puis mieux gérer leur argent. Et à côté de ça, je suis en train de développer une solution numérique dont elle est vraiment dans la technologie. Une femme en technologie, là, c'est un peu dans ça que je veux m'orienter progressivement. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui est très impliqué aussi, notamment auprès de l'entrepreneuriat féminin. Dans la ville de Québec d'où je viens. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici à Adja Radio parce que je vois le slogan, c'est féminine jusqu'au bout des ondes. Donc, du coup, là, ça me parle, ça me fait briller les yeux. Ah, mais moi aussi, j'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est ma radio. Dis-nous, Annick, donne-nous un exemple d'une femme que tu as pu aider ou d'une situation où tu penses que la littératie financière a fait toute la différence. Oui. En fait, justement, tu utilises un mot très intéressant, la littératie financière, qui est vraiment un mot qui est très peu connu. C'est vraiment comme un gros mot, genre trop compliqué. En fait, c'est très simple. Quand on parle de littératie financière, c'est des connaissances, la compétence et la confiance en soi qu'on doit avoir pour faire des choix financiers éclairés. C'est vraiment ça, la littératie financière. Et on parle notamment, en anglais, on parle de empowerment, l'autonomisation, reprendre le pouvoir qu'on a sur l'argent. Et ça, dans mon quotidien, oui, je le fais avec des femmes, avec des hommes, avec des jeunes, des moins jeunes. C'est des femmes dans toutes situations, notamment des nouvelles mamans qui disent, OK, je viens d'accoucher, ça se passe comment? Parce qu'au Canada, au Québec, on a le programme parental, donc une assurance, enfin, permet d'avoir des sous pendant qu'on a un congé maternité. Mais OK, c'est comment ça se passe comment? La baisse de revenus, comment est-ce que je vais gagner moins d'argent? Comment est-ce que je fais pour contribuer aux charges du foyer? Mais aussi, OK, moi, je viens d'avoir un enfant, je vais épargner pour lui, pour son avenir. Comment est-ce que je fais? Parce qu'il faut choisir le bon régime pour ça. C'est permis au Canada, c'est quelque chose qui est très merveilleux de pouvoir épargner pour son enfant, mais il faut faire attention à choisir le bon régime pour ça. Donc, c'est vraiment ça, mais aussi des jeunes femmes qui se mettent en couple, en relation, qui disent, OK, d'accord, là, j'ai un nouveau conjoint, on veut acheter une maison ensemble, comment est-ce que je fais? Parce qu'il faut aussi comprendre que au Québec, la femme, justement, elle veut contribuer de plus en plus, elle veut participer aux charges. Si on achète une maison ensemble, je contribue aussi à 50%, voire plus. Donc, c'est vraiment comment se protéger aussi financièrement, parce que oui, on s'aime, on est en relation, mais il faut se faire être à ses affaires, comme on dit au Québec, là. Donc, faire attention à tout ça. Vraiment. Et je me permets de dire sur toi, Annick, que, bon, Annick, oui, on est une délégation présentement du Canada, du Québec, mais Annick habite dans la ville de Québec. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la ville de Québec, c'est pas la même chose que d'habiter à Montréal, Montréal cosmopolitain. Donc, Annick, tu fais déjà des choix qui sont différents. Tu es capable de t'adapter. J'ai vu, on t'a visité dans la ville de Québec. Maintenant, tu es ici à Dakar. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qui aimerais-tu toucher? Comment tu vois ton entreprise évoluer ici à Dakar? Oh mon Dieu, en fait, Dakar, pour moi, c'est une source de nouvelles opportunités. Effectivement, tu l'as dit, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte facilement. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi en France, je suis au Québec depuis 10 ans. Puis pourquoi pas m'installer au Sénégal, à Dakar, parce que justement, là, tout ce qui est industrie de l'éducation financière, parler d'éducation financière, c'est vraiment émergent, puis il y a des belles opportunités là-dessus. Notamment, hier, on était avec l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal et avec Madame Nicole Gagou, qui a dit de belles choses, des initiatives qu'elle font justement pour l'autonomisation de la femme, lui donner pleine possession de ses moyens, justement. Donc, il y a des belles opportunités là-dessus parce que pour cette autonomisation-là, ça passe par les finances, on s'entend. L'argent est vraiment lié à toutes choses. Donc, là où c'est des belles opportunités, actuellement, je travaille très fort pour essayer de collaborer notamment avec des organismes de coopération internationale qui viennent notamment offrir des financements à des femmes entrepreneurs pour participer à l'éducation financière de ces femmes-là. Mais encore une fois, je ne me limite pas uniquement aux femmes.
On s'entend. Puis là, justement, je suis sur la piste des organismes qui aident des étudiants qui veulent venir étudier au Canada, ou bien des gens qui sont en train de faire la résidence permanente, ou bien pour aller immigrer au Canada, donc travailler, pour commencer dès maintenant, dès qu'ils sont encore ici au Sénégal, donner les outils pour que quand ils seront au Canada, ils pourront prendre des bonnes décisions financières et comprendre le système financier canadien et québécois. Oh mon Dieu, c'est fantastique. Puis, on veut que la communauté sénégalaise vienne au Canada, les restaurants, la musique, les entreprises, la culture. Vraiment, merci beaucoup, Annick. Je vais faire un entorse à ce qu'on m'a demandé de faire, soit de commencer avec les femmes, parce que je voudrais terminer la portion entrepreneur pour après vous parler de pourquoi on est ici, quel est l'organisme qui a amené les entrepreneurs que vous allez écouter ici. Alors, avant de vous parler de cet organisme-là, j'ai un autre entrepreneur et un homme merveilleux à vous présenter. Vraiment, j'ai été très impressionnée par Pape Wade qui va pouvoir vous parler un petit peu de son entreprise, mais j'aimerais surtout, Pape, que tu, à travers l'histoire de ton entreprise, nous parles des grandes décisions que tu as dû prendre. On en a discuté un peu depuis notre arrivée à Dakar et ça m'a beaucoup impressionné sur tout ce qui est valeur. Donc, je te cède le micro, puis j'aimerais que tu nous parles à travers l'histoire de ton entreprise, les grandes décisions que tu as dû prendre. Puis, évidemment, parle-nous un peu de ton entreprise, où elle est rendue et tout ça, là, parce que c'est un grand succès. Bonjour, merci Stéphanie de m'accorder ce temps-là pour pouvoir parler de érudit. Érudit, comme son nom l'indique, c'est érudit, mais ça s'écrit A-I-R-U-D-I. Donc l'idée, c'est que on travaille de façon vraiment très ciblée, donc au niveau de l'intelligence artificielle et des ressources humaines. Donc on combine cette connaissance-là, donc pour permettre aux gestionnaires, les managers et puis les gens en ressources humaines de prendre les meilleures décisions possibles pour gérer leurs employés. Donc, voici qui on est. Alors, quand tu me parles de décisions qu'on a pris, une des choses importantes que nous, c'est vraiment au cœur de l'entreprise, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer des meilleurs employés. Il faut savoir s'entourer du meilleur conseil d'administration ou d'aviseur possible. Il faut aussi savoir s'entourer des meilleurs cadres possibles. Donc, on a eu à prendre des décisions importantes en refusant des investissements, par exemple, des investisseurs avec qui on n'avait pas les mêmes valeurs. Au bout de quelques discussions, on a décidé tout simplement de ne pas y aller. Ça a été une décision qui n'était pas pour nous difficile. Pourquoi? Parce que la ressource la plus précieuse d'une entreprise, c'est pas forcément l'argent. Parce que l'argent, c'est la conséquence de qu'est-ce que tu vas, des fruits de ton travail. Donc, la ressource la plus précieuse pour nous, c'est les employés. C'est également nos valeurs, les valeurs d'entreprise qui font le socle de ton entreprise, qui font de toi qui tu es, tout simplement. Donc, pour nous, ça a été important de nous assurer des gens qui nous entourent adhèrent aux valeurs de l'entreprise, dont la diversité et l'inclusion, qui sont des valeurs très, très, très fortes également. Et puis, moi, je ne suis pas seul dans l'entreprise. On a cofondé l'entreprise avec Amanda, donc, qui est une fille. Donc, vous avez un garçon, une fille qui fondent donc l'entreprise. Donc, pour nous, cette valeur d'inclusion, de diversité est très, très, très importante et puis qui nous a permis aujourd'hui dans le fond, d'avoir une croissance vraiment assez importante au niveau de l'entreprise. On est 23 employés. On a une dizaine de postes qui sont ouverts présentement. Donc, on espère pouvoir nous rendre à une trentaine d'employés d'ici la fin de l'année. Si, évidemment, on arrive à trouver les talents nécessaires qui adhèrent à nouveau au projet de l'entreprise, mais surtout aux valeurs de l'entreprise. C'est fabuleux quand je t'entends parce que souvent on se dit « Ah, mais on cherche du financement, c'est ça les entreprises. Donc, quand quelqu'un nous offre un financement, il faut sauter dessus. » Et donc, ce que tu nous expliques, c'est que non, il faut que le financement soit adossé à nos valeurs. Et ça, en soi, moi, je trouve ça génial. J'aimerais que tu nous parles aussi, si on a des gens qui nous écoutent et qui pensent se lancer en affaires et qui sont en discussion avec un partenaire
de quoi devrait-on parler ou à quoi devrait-on s'attendre, ou quoi devrait-on s'assurer avant de décider de prendre quelqu'un comme partenaire dans notre projet d'affaires? C'est une excellente question pour nous d'avoir un partenaire. Déjà, il y a le mot partenaire. Moi, je fais le parallèle avec le mariage. Notre conjointe, c'est notre partenaire. On s'assure de bien là ou le choisir. Donc, quand on est en affaires aussi, c'est la même chose. En tout cas, pour nous, Amanda et moi, on s'est rencontrés 11 fois avant de nous serrer la main et de nous dire on est fait pour travailler ensemble, tout simplement. De ces discussions-là, on a parlé de notre rapport à l'argent. On a parlé de nos valeurs, évidemment, que ça soit familial, que ça soit personnel, que ça soit professionnel. On a parlé de notre rapport à l'échec, évidemment. On a parlé de notre rapport à notre santé. Pour nous, c'était vraiment important. Amanda, c'est une sportive, elle fait du football. Moi, je suis quelqu'un qui fait la course à pied, du jogging. Donc, c'était pour nous important de vraiment de discuter de ces choses-là. Pour certains, c'est du détail, mais pour nous, ça ne l'était pas parce que beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils oublient souvent, c'est leur santé mentale. Souvent. Donc, pour nous, il n'était pas question de nous allier, d'être des partenaires, je veux dire, en disant, bon, mais la valeur santé mentale, la valeur santé physique est importante pour l'un ou pour l'une et pas pour l'autre. Donc, pour nous, c'était vraiment important de discuter de ces questions-là. Évidemment, notre rapport à l'argent, on en a parlé, évidemment. Dans notre rapport homme-femme, également, on en a parlé très ouvertement. Donc, c'est des choses qu'on pense que souvent, moi, j'ai déjà vu d'expérience des entreprises qui avaient un très bon modèle d'affaires, qui avançaient beaucoup et qui finalement se plantent parce que les deux cofondateurs ne s'entendaient pas. Je veux dire, c'est quand ils ne s'entendent pas, souvent, quand tu creuses un peu, c'est une question de valeur. C'est les valeurs. Donc, pour nous, c'était important de nous assurer. Aujourd'hui, je le sais, que quand je pense à quelque chose, quand je commence à l'exprimer, Amanda est capable dans le fond, de finir mon idée et vice-versa. Et puis, je le sais que je suis capable de lui donner ma carte bancaire, lui donner accès à mon compte personnel et je vais dormir très bien parce que je sais qu'elle en fera bon usage. Donc, quand on en arrive à cette relation-là, là, vous tenez votre cofondateur ou votre cofondatrice. Donc, c'est un peu ça la façon qu'on pense que, en tout cas pour les entrepreneurs qui nous écoutent, pour les qui rêvent d'avoir des gens avec qui ils veulent travailler, c'est très important de prendre ce temps-là, de s'aligner au niveau des valeurs, de qu'est-ce qui est acceptable ou pas, jusqu'où on est prêt à faire des concessions, etc. Et puis l'autre chose qui est importante aussi, c'est, tu parlais de partenaires. Aujourd'hui, on est dans un monde où travailler seul n'est pas forcément la solution. Donc, beaucoup d'entrepreneurs ont cette conception-là de dire, écoute, je suis capable de le faire tout seul. Souvent, quand on est en partenariat, on se complète. Et puis, ça nous permet d'avancer plus vite et de façon plus efficace. Ah, tu as tellement raison, parce que seul, on peut aller vite, mais accompagné, on peut aller loin. Puis d'où te vient, ma dernière question pour toi, d'où te viennent ces valeurs? Peux-tu nous parler un peu de toi, un peu d'où tu viens, et puis aussi ton rôle comme papa? Écoute, d'où me viennent ces valeurs-là? Je pense qu'on est quelque part le fruit de notre éducation, de notre milieu et de notre expérience humaine, tout simplement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père extraordinaire qui m'a vraiment transmis ces valeurs-là et qui font qu'aujourd'hui, je suis capable de m'adapter à n'importe quel type de situation, qui m'a appris la valeur écoute, la valeur respect de l'autre, la valeur de savoir tendre la main à l'autre, de savoir aider les autres, la valeur de l'équité entre les gens, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur orientation religieuse, quelle que soit leur croyance, grosso modo. Et puis ça, je pense que ça m'a donné la fondation
pour me rendre là où je suis aujourd'hui, pour me rendre... on parle souvent de diversité, les gens ils oublient souvent que la diversité, c'est pas seulement au niveau de la race seulement. Je donne l'exemple du Sénégal, c'est un pays où vous avez plusieurs ethnies, les Wolofs, les Sérères, les Peul, Moche-Peul. C'est des gens qui ont appris à cohabiter ensemble, c'est des gens qui ont appris à vivre ensemble. Donc déjà, la première leçon de diversité, ben, je la tiens de mon pays, à quelque part. Donc c'est tout ce bagage-là, dans le fond, qui fait qui je suis aujourd'hui comme entrepreneur, comme personne. Et aussi, il y a les rencontres. La vie, elle est faite de rencontres. Les rencontres nous façonnent. Les rencontres nous permettent de grandir. Les rencontres nous permettent d'avancer. Et puis, je pense que les rencontres que je fais, que j'ai fait quand j'étais étudiant, que j'ai fait quand j'étais employé en entreprise, que je fais aujourd'hui comme entrepreneur, je pense m'ont façonné, m'ont fait qui je suis. L'ouverture également, c'est important. D'être à l'écoute des autres. C'est important de ne pas s'autosuffire. Tout simplement, qu'on n'est pas parfait et que c'est les autres qui vont nous permettre d'avancer. Et puis, l'autre point qui, je pense, fait qui je suis, c'est mon rapport à la nature, à l'environnement. Pourquoi? Parce que on me dit souvent, on m'a déjà posé la question, Pape, c'est qui ton modèle? Souvent, quand on parle de modèle, les gens parlent, oh, c'est mon père, c'est ma mère, c'est si, mais moi, mon modèle, c'est l'environnement. Tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est dans l'environnement qu'on trouve la plus grande résilience. L'homme n'a jamais autant maltraité l'environnement. L'homme n'a jamais autant utilisé l'environnement. Et aujourd'hui, l'environnement continue toujours à se tenir debout, à être résilient, à avancer et puis à s'adapter au contexte. Et ça, c'est l'humain. La détermination, tout ça. Moi, c'est vraiment un modèle pour moi, l'environnement. Pour finir, au niveau de l'éducation de mes enfants, moi, j'ai deux garçons. Ce que je dis souvent, c'est que je n'ai jamais autant passé de temps avec mes enfants que depuis que je suis entrepreneur. Parce que le vieux mythe que les entrepreneurs s'auto-construisent en disant « Oh, j'ai pas le temps, je gère mon entreprise, etc. » Ben, délègue. Je veux dire, permet aux autres de grandir avec toi, tout simplement. Et en déléguant, ben, toi, tu te permets aussi d'avoir plus de temps avec ta famille, plus de temps avec toi-même également, à travers la lecture, à travers le yoga, à travers le sport, à travers beaucoup d'autres choses. Et ça ne va pas t'empêcher ton entreprise de grandir, tout simplement. Entoure-toi. Moi, mes enfants, quand ils ont entraînement, ben, c'est moi qui les amène. Et puis, le meeting, ben, je vais le faire dans la voiture. C'est pas grave. Ils vont voir mon quotidien également. Des fois, ils vont m'entendre m'engueuler avec Amanda, je veux dire. Et puis après, 5 minutes après, m'entendre rire avec elle, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, dans le fond, qui font qui on est comme père, qui font qui on est comme entrepreneur et puis qui font, dans le fond, qui on est comme personne. Je vous rappelle, cher public, que vous êtes avec Adja Radio à Dakar, Sénégal, et qu'on passe un temps merveilleux avec des entrepreneurs et avec les gens qui sont issus de l'organisme qui a amené ces entrepreneurs ici à Dakar. Et je suis particulièrement biaisée dans cette discussion puisque je fais moi-même partie de cet bel organisme. Mais aujourd'hui, on va laisser la place à Louis-Edgar Jean-François et Madeleine Myrtil pour vous parler un petit peu de cet organisme qui m'est cher, qui, je crois, fait une différence sur le terrain. Et je vais commencer avec toi, Madeleine. Madeleine est non seulement une amie, une entrepreneur, une maman, mais une femme de terrain. Elle connaît chaque entrepreneur qui nous a accompagnés à cette mission commerciale. Elle voit à leur réussite, elle pense à elle les appelle affectueusement mes bébés. Écoute, Madeleine, parle-nous un petit peu de ce qui t'a amené à autant apprécier l'entrepreneuriat, puis ton rôle général au groupe 3737. Excellent. Merci beaucoup, Stéphanie. Très bonne question et très heureuse d'être avec vous, là, à cette radio qui est féminine jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à l'entrepreneuriat? Donc, comme plusieurs, j'ai frappé le fameux plafond de verre. J'étais professionnelle, très éduquée. Donc, j'avais pas de gestionnaire qui avait le même niveau d'éducation que moi. Mais malgré tout, lorsque c'était le temps d'aller chercher des promotions, tout d'un coup, pour les photos corporatives, là, on faisait appel à moi. Pour les entrevues, on faisait appel à moi. Mais quand c'était le temps d'arriver à un poste stratégique, tout d'un coup, j'étais la 2e ou la 3e sur la liste.
Donc, une fois, à un moment donné, en 2016, je me rappelle, l'opportunité est arrivée. Donc, Monsieur Saint-Elmy m'a approché, il m'a dit, Madeleine, j'ai une idée, j'ai quelque chose et je veux que tu embarques. Moi, l'entrepreneuriat, je dis tout le temps, c'est l'entrepreneuriat qui m'a choisi et pas moi qui a choisi l'entrepreneuriat parce que j'ai des amis qui s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat. Donc, pour ne pas dire leur nom, une avocate et un comptable. Et je leur disais, mais vous êtes fous. Vous laissez tomber des carrières, des fonds de pension garantis, des salaires intéressants pour l'entrepreneuriat. Une petite bête là dont on ne m'a jamais parlé lorsque j'étais enfant. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de bizarre, quelque chose là qui n'était pas nécessairement là possible. Et à force de frapper le fameux plafond de verre, j'ai fait le saut de l'ange et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais regretté. Et ce qui m'a amené maintenant à mon poste au sein du groupe 3737, c'est tout simplement les erreurs que j'ai commises, les défis auxquels j'ai fait face, les contraintes, les obstacles que j'ai dû affronter. Donc là, ça m'a permis d'aller chercher un bagage, d'agrandir mon réseau pour mieux redonner par la suite. Donc, ce que je me suis dit, c'est que les défis auxquels j'ai fait face, si je peux aider un entrepreneur à contourner ou à accélérer le pas dans son aventure entrepreneuriale, pourquoi pas? Donc, redonner au suivant. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup aux entrepreneurs. Je leur pose des questions. Quel est ton avantage concurrentiel? Comment est-ce que tu vas générer du revenu avec ça? On valide le modèle financier, le plan d'affaires, les opportunités d'affaires. Donc, on travaille beaucoup pour justement s'assurer qu'ils vont avoir des entreprises pérennes et que ces entreprises-là vont également par la suite redonner en retour. Quand j'entends des gens comme Pap Wade qui a suivi le parcours entrepreneurial au sein du groupe 3737, qui coach d'autres entrepreneurs actuellement, moi, c'est mon salaire. Ça met là le sourire et la joie dans mon cœur parce que je dis, le travail a été fait, a été bien fait. Puis c'est un entrepreneur, une formation à la fois. Donc, on crée cet essor entrepreneurial qui crée des retombées économiques au Québec. Et ça me passionne. J'en mange, je dors, je pense à mes entrepreneurs, je rencontre des gens, je pense aux entrepreneurs. Même mes enfants sont comme, maman, c'est telle entreprise. Donc, quand ils rencontrent les entrepreneurs, ils leur disent, c'est toi qui fais telle chose. Et là, les entrepreneurs sont surpris parce qu'ils disent, mais comment ça se fait que c'est ça, elle? Mais c'est parce qu'ils font partie de mon quotidien, parce que ça me passionne. Oh mon Dieu, tu as réussi, Madeleine, à parler de tes enfants et de ta passion entrepreneuriale dans la même phrase. Et je reprends le dicton de Adja Radio, féminine jusqu'au bout des ondes, pour te relancer une question qui est comment tu as concilié justement ce rôle de maman avec ta passion pour les entrepreneurs et l'entrepreneuriat et comment tu vois un petit peu ces défis-là en regard avec notre arrivée à Dakar et ce qu'on y a vu. Donc, on t'écoute. Une autre excellente question, Stéphanie. Donc, c'est sûr et certain que moi, l'équilibre familial, c'est très, très, très important. Je puise mon énergie dans ma famille, dans l'amour de ma famille. Donc, moi, c'était pas possible de brimer un pour l'autre. Donc, maintenant, ceci étant dit, quand on s'est lancé là, dans cette aventure-là, on a fait un conseil de famille. Donc, on a parlé aux enfants. Puis moi, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, écoutez, maman, elle va faire telle chose. C'est quelque chose qui l'intéresse. Mais ce que je vous dis, c'est que je ne serai pas parfaite parce qu'on n'est pas parfait. Mais quand je suis là, je vais être là à 100%. C'est la raison pour laquelle, moi, il y a des plages horaires que faut même pas essayer de me contacter. C'est pas possible. Et d'ailleurs, si vous essayez de me contacter, j'ai des petites grandes personnes qui m'accompagnent, qui vont clairement vous dire que, écoutez, c'est mon temps avec ma maman, donc rappelez plus tard, ok? Donc, ça permet justement d'avoir cet équilibre-là, puis il faut les rentrer dans l'aventure entrepreneuriale. Et il y avait des concours de pitch où est-ce que c'était les enfants qui étaient le jury. Parce que vous savez, si un enfant de 7 ans est en mesure de comprendre votre projet, votre pitch, ça veut dire que votre pitch est clair. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que les entrepreneurs, dans le cadre de lancement d'entreprise, ils devaient faire leur pitch de vente à mes enfants. Puis si mes enfants comprenaient, ça veut dire que le pitch était bon. Si les enfants comprenaient pas, ça veut dire que le pitch devait être
à retravailler. Donc, les enfants, on les inclut dans notre vie et ça fait en sorte que maintenant, écoutez, bon, je suis un peu biaisée parce que c'est mes enfants, mais je les trouve fantastiques. Elles sont allumées, elles sont dégourdies, elles ont des convictions, elles se battent pour leurs convictions. Puis quand elles parlent avec aplomb, donc elles sont assumées. Et ça, c'est vraiment une fierté. Et je pense que c'est à cause de ce qu'on fait dans notre quotidien. Mon mari et moi, on les inclut parce que je dois dire que le conjoint également a sauté dans l'entrepreneuriat. Mais lui, je suspecte que depuis son jeune âge, c'est un entrepreneur de cœur. Contrairement à moi, que c'est l'entrepreneuriat là qui est venu là me choisir. Lui, il est tombé dedans, un peu comme Obélix là. Il est tombé dedans à un jeune âge. Donc ça fait en sorte que, écoutez, les discussions qu'on a à table, c'est fascinant. D'ailleurs, des fois, il y a des amis qui me disent, mais c'est quoi ces enfants-là? Comment ça se fait qu'ils connaissent tout ça? Mais elles sont allumées. Mais pourquoi elles sont allumées? Parce qu'on les traite pas comme des enfants. On les infantilise pas. On leur parle de réalité. Elles nous suggèrent d'ailleurs souvent certaines choses. Puis on est là, ça c'est une bonne idée. J'y avais pas pensé. Merci. Donc c'est ça. Je pense que la clé, parce qu'il n'y a pas de recette parfaite. Hein, les gens qui vont dire comme ça, ah oui, il faut faire ça, ça, ça. Non, c'est en fonction de notre propre réalité, puis on s'assure de faire les choses fonctionner. C'est pas toujours parfait, mais on s'assure de faire les choses fonctionner. Maintenant, si je fais le parallèle avec Dakar, j'ai été choquée. La place des femmes, ou du moins, moi, comme j'ai déjà mentionné hier, malheureusement, et ça, je dis ça avec tristesse parce que pendant beaucoup de temps, j'ai eu cette image du Sénégal parce que depuis mon jeune âge, on m'a toujours dit, est-ce que tu es sénégalaise? Donc moi, je voulais voir, mais qui sont ces Sénégalais? Qui sont ces Sénégalaises qui font en sorte que les gens me disent tout le temps, mais on dirait que tu es sénégalaise. Puis quand je suis arrivée, et on a participé à un forum, il y avait un panel. Sur ce panel, il y avait un homme, un professeur, et il y avait une femme fantastique, une entrepreneure émérite avec beaucoup de réalisations. Et il y a une personne dans l'auditoire qui a lancé une question à l'entrepreneur. C'est l'homme qui a répondu. Pourtant, la question était adressée à l'entrepreneur, mais c'est l'homme qui a répondu à une question qui était au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Donc, qui de mieux qu'une femme pour répondre quels sont les obstacles auxquels font face les femmes en entrepreneuriat? Je pense qu'une femme devrait être mieux placée pour répondre et ça n'a pas été le cas. Donc ça a été un choc. Et quand je vois maintenant à quel point c'est difficile. Donc nous, on sait que au Québec, au Canada, l'accès au financement peut être complexe, l'accès à certains réseaux. Si au Québec, on trouve que c'est difficile, ici, c'est à la puissance 1000 parce que les femmes ne sont pas reconnues. Et pourtant, les femmes c'est le berceau de la terre. C'est de là que tout vient. On donne vie. Donc, comment est-ce que on peut réduire la féminité à la plus simple expression? Je suis sans mots. Bien, une chose est claire, c'est que Adja Radio, elle a compris. Elle est avec toi, féminine jusqu'au bout des ondes. Donc ça, c'est fantastique. Adja Radio, féminine jusqu'au bout des ondes. Adja Radio. On est de retour et je voulais prendre un temps, Madeleine, parce que il y a peut-être des gens du public qui nous écoutent et qui ne comprennent pas le commentaire que tu as fait ou qui sont dissidents. La dissidence est partout. Moi, je t'avoue que j'étais présente à la rencontre dont tu mentionnes et une des choses que je réalise, c'est que la cause féminine n'est jamais gagnée partout à travers le monde. Et aussi longtemps qu'on va pouvoir en parler. On est quand même ici à Dakar, au Sénégal, dans une chaîne radio, et on est en mesure de dire ce qu'on a vécu et ce qu'on en a pensé. Et j'espère que le professeur qui était là va écouter l'émission. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, professeur. On peut lui envoyer aussi, hein. On peut lui envoyer. Je pense que ça serait... Hein? Parce qu'on a cette... Non, mais on rit, mais on a cette responsabilité, je pense. Oui. Parce que peut-être que c'est un non-dit. Bon. Et moi, je pense que le professeur en question n'a pas réalisé qu'il répondait à une question qui ne lui était pas destinée. Et je pense que des fois, il
faut être en mesure de dire les choses, mais comme Pape m'a si bien dit aujourd'hui, tout se dit, tout dépendant de la façon dont on le fait. Donc aujourd'hui, on le fait avec beaucoup d'amour, professeur. On espère que vous écoutez notre émission et que la prochaine fois qu'une question sera adressée à une collègue féminine, vous lui donnerez toute la place pour répondre à la question. Madeleine, vraiment, ton énergie est toujours débordante. Dis-nous maintenant, peut-être l'exemple de un ou deux entrepreneurs qui étaient avec nous lors de cette mission commerciale et qui, selon toi, là, pourraient faire des percées à Dakar, au Sénégal. Ben, définitivement, bon, écoutez, moi, je suis biaisée un peu, là, il y a Pape qui est là, ici, puis clairement, on voit les possibilités, là, sont là, érudits, Dakar, moi, je vois la filiale, je la vois déjà, je sais pas elle est où, mais elle est ici, quelque part. Donc là, il faut concrétiser ça, puis on travaille ensemble pour pouvoir concrétiser ça. Il y a également Annick, la littératie financière. La littératie financière. Vous savez, bon, c'est un pays qui est très religieux. C'est écrit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Et ça, c'est à tous les niveaux. Donc, il faut insuffler cette connaissance et la littératie financière, je pense que c'est quelque chose qui doit être enseigné dès un jeune âge pour justement éviter les mauvais plis. Donc, Annick, elle a toute sa place, je pense que dans un cursus scolaire, littératie financière, on pourra le développer à titre de chargé de cours parce que, comme tu l'as dit, je porte plusieurs chapeaux. Donc, tout ce qui est pédagogie, là, j'en connais un rayon, mais définitivement, ça aussi, c'est un autre élément on pourrait parler également de l'application Sereine. Le taux de diabète est très élevé ici également. Donc, cette application qui permet justement de régulariser le diabète et même d'anticiper ce qui pourrait arriver. Donc, ça aussi, il y a un potentiel. Donc, ne serait-ce qu'avec l'association diabétique, avec certaines cliniques médicales. Donc, définitivement, il y a possibilité. Donc là, tu m'as demandé 3, mais c'est comme ces enfants. On peut pas choisir quel enfant dont on parle. Donc là, bon, je vais m'arrêter parce qu'il y a le temps, mais tu vois la passion. Alors, chacun des projets qu'on a amenés, on a 10 entrepreneurs. Hein. C'est important de le mentionner. 10 entrepreneurs qui participent à cette mission commerciale. C'est la crème de la crème. Ils ont été sélectionnés suite à un concours de pitch. Puis, on a évalué les dossiers les plus prometteurs, les plus rentables. Donc, pour qu'ils puissent participer à la mission commerciale. Et jusqu'à présent, on n'est pas déçus. Et je sais qu'ils vont pas nous décevoir. Écoutez, ça grouille là de rencontres. On sent l'énergie, c'est palpable. On le partage. On a un petit groupe là WhatsApp où est-ce qu'ils partagent les rencontres, les réussites, les signatures. Donc, comme on dit, maman est très fière. Puis je m'en voudrais de pas mentionner aussi LS Cream qui semble qui sera bientôt disponible quand vous allez aller en boîte le soir. Vous pourrez boire cette boisson alcoolisée onctueuse, fantastique, qui provient de deux Québécois d'origine haïtienne au Québec, Canada. Madeleine, merci beaucoup. Ta passion là est contagieuse. Je pense que même les gens qui nous écoutent derrière à la régie de la radio, ils disent ben, je vais me lancer en affaires là, c'est sûr. Il faut. Mais suivez-nous. Merci Stéphanie là pour cette belle entrevue. Ton énergie à toi aussi là, elle est très contagieuse. Puis j'invite tout le monde à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Groupe 3737, on est disponible sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter également. Donc suivez-nous. On a une plateforme également numérique au niveau de la formation qui va être accessible. Donc nous, notre but c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à accélérer leur projet entrepreneurial. Une formation, un entrepreneur à la fois. Merci Madeleine. Et encore merci à Adja Radio qui nous permet d'être ici et de partager avec vous notre passion entrepreneuriale et les réussites. Nous allons terminer en fait cette belle rencontre avec, il y a plusieurs chapeaux, dont celui d'être mon époux depuis maintenant 25 ans avec nos 2 enfants, mais on n'est pas ici pour parler de ça maintenant. On est ici pour parler de sa réussite. Et quand je dis réussite, je ne pèse pas les mots. C'est une très grande réussite. Et Louis-Edgar Jean-François, j'aimerais que tu nous mentionnes un peu comment le groupe 3737 a commencé. Comment a germé l'idée d'une organisation qui était pour soutenir les entrepreneurs? Ben, le groupe 3737, à la base, a germé de l'esprit d'un visionnaire. Tout à l'heure, on mentionnait le nom de Franz Saint-Elémy. Pour moi, Franz Saint-Elémy, entrepreneur émérite, une personne extraordinaire de cœur, avait cette vision
relatives à la diversité, l'inclusion et aux communautés noires. De faire en sorte que cette communauté, cette population, soit un grand contributeur, un plus grand contributeur, je devrais dire, à l'économie montréalaise, québécoise, canadienne et, je dirais même, à un niveau mondial. Quand il a eu cette idée-là, on s'en souvient. Moi, personnellement, je suis comptable de formation. À l'époque, je m'occupais des entreprises de France. Et il m'a demandé, j'ai une idée. Je veux mettre en place un écosystème qui va aider les gens de la diversité, de l'inclusion et des communautés noires à se dépasser. Est-ce que ça m'intéressait en tant que comptable de venir m'installer dans cet écosystème ou microéconomie qu'il voulait mettre en place? À la base, c'est sûr que j'ai été hésitant, mais Franz, on se connaissait 20 ans auparavant. Je sais que Franz, au niveau de ses idées, au niveau de son vouloir, au niveau des décisions qu'il prend, c'est toujours des décisions, qui viennent de son cœur, mais des décisions qui sont réfléchies et qui, à la fin, vont avoir un grand impact. Donc, je me suis dit, OK, lançons-nous. Et tu me parlais tout à l'heure, je suis ton époux, bien sûr. Il fallait que je passe au conseil de famille et voir est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant dans une perspective non seulement familiale, mais aussi au niveau de l'évolution de la carrière. Donc oui, à l'époque, nous étions entrepreneurs, nous sortions du milieu corporatif, mais ça amenait l'entrepreneuriat à un autre niveau. Là, ce qu'on allait faire, c'est non seulement continuer d'entreprendre, mais d'entreprendre dans une perspective d'avoir un impact social. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écosystème que Franz a voulu bâtir, il a voulu la bâtir dans un quartier défavorisé. Donc, c'est le quartier Saint-Michel, sur l'île de Montréal, qui était considéré comme étant à l'époque, comme étant le deuxième quartier le plus pauvre au Canada. Donc, on parle du Canada. Donc là, ce que ça nous a permis de faire, c'est de voir justement cet élément sociétal. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? C'est une chose de faire de l'argent, comme Pape le mentionnait un petit peu plus tôt. Oui, à la fin de la journée, on se lance en entrepreneuriat pour faire de l'argent. Mais si on pense seulement vouloir faire de l'argent et ne pas avoir un impact, ne pas avoir ce désir de non seulement développer un service pour les clients, mais également d'avoir un impact social, un impact plus large, à mon sens, on rate une bonne partie de c'est quoi l'essence de l'entrepreneuriat. Donc c'est là. Donc on a commencé. On se considère, dans le fond, on s'appelle affectueusement, des bébés 3737. Donc il y a moi-même, Stéphanie et Madeleine ici présentes, qui sommes des bébés 3737. Nous avons également Grégory Excellent qui a cru dès le départ à cette aventure. Donc, tout à l'heure, je parlais de Franz Saint-Hélémy, mais comme on dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc, il y a Vicky Joseph qui, encore une fois, cette vision-là que Franz avait, si ça passait pas au conseil de famille, cette vision-là n'aurait jamais vu le jour. Lorsqu'on parle de l'importance de la femme, je pense que la femme a une façon de réfléchir, une façon posée, une façon structurée, une certaine méthode aussi qu'elle apporte, je pense, qui sont des qualités vraiment incroyables, incontournables et nécessaires et essentielles. Donc voilà, donc ça, Bébé 3737, on commence. Moi, à l'époque, je sais pas si je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, donc c'est une entreprise en comptabilité et services juridiques. Donc c'est vraiment du service comptable. Et ce qui est arrivé, lorsqu'on est arrivé dans l'écosystème là, qui a commencé à cette époque-là au groupe 3737, mais en tant que comptable, il y avait une trentaine d'entrepreneurs. Tout de suite, on devenait les comptables de ces 32 entrepreneurs-là d'un coup. Donc, la clientèle a augmenté, a doublé. Je me souviens à l'époque, là, elle avait doublé d'un coup. Et bien sûr, on a développé autour, dans le quartier Saint-Michel, dans l'est de Montréal. Et notre entreprise vraiment a connu une croissance fulgurante et extraordinaire. Donc, c'est cet élément synergique-là qu'on a vécu dans le fond. Puis là, je parle de notre boîte comptable et juridique, mais il y avait également d'autres entreprises à l'époque qui avaient joint cet écosystème-là puis qui ont connu une croissance similaire. Je pense notamment à l'entreprise Capital Plus. Je pense aussi à une entreprise qui est en financement, une entreprise en construction qui s'appelle Renometrix. Donc, c'est des entreprises qui avaient commencé, qui ont connu cette croissance fulgurante. Donc, on a travaillé de façon informelle avec des résultats extraordinaires et significatifs, mais on s'est dit, à travailler de façon informelle, on a eu ces résultats. Imagine si on arrive à mettre en place une structure formelle
d'accompagnement d'entrepreneurs pour vraiment dynamiser puis augmenter, si on veut, de façon exponentielle ces résultats. Donc, c'est là, officiellement en 2016, où ce qu'on a décidé de créer une entité qui est le groupe 3737. Et maintenant, pour ceux qui se posent la question, pourquoi le 3737, pourquoi le groupe 3737, c'est quelque chose d'aussi simple que les bureaux administratifs du groupe 3737 sont au 3737 boulevard Crémazie. Donc, le groupe, dans le fond, c'est créé à cette époque-là. Puis, encore une fois, l'idée, c'était de mettre en place cette structure formelle d'accompagnement d'entrepreneurs. Puis, quand on parle d'accompagnement, c'est pas simplement de donner des ateliers, faire un accompagnement ponctuel ou pendant une période de temps limitée. C'est vraiment d'aller dans un contexte de on t'accompagne, mais on t'accompagne jusqu'à te tenir main dans la main. Pourquoi? Pour aller atteindre un objectif, un résultat de création effective d'emplois, génération effective de revenus et également de mise en place, si on veut, de tous les paramètres nécessaires pour qu'un entrepreneur puisse concrètement évoluer. Mais évoluer, on parle souvent, le terme anglais, c'est de scaler, donc de développer puis de scaler, de croître son entreprise de façon rapide. Aussi, un autre critère qu'on veut, c'est qu'on veut accompagner le plus d'entrepreneurs possible. Une spécification, l'entrepreneuriat, oui, mais c'est très important. Je sais que je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat est sur la diversité, de l'inclusion et des communautés noires. Encore une fois, c'est un véhicule qu'on trouvait qui était sous-utilisé et l'idée, c'est vraiment de voir comment qu'on pouvait travailler à maximiser ce potentiel-là et d'utiliser les talents qui proviennent de ces communautés-là. Bien sûr, c'est important de comprendre qu'on est inclusif. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est québécois, ben, on est au Québec, donc quelqu'un est québécois de souche ou est caucasien, donc le terme technique, que quelqu'un est caucasien qui n'est pas le bienvenu dans notre écosystème. Donc voilà. Donc, on a travaillé à plusieurs niveaux. Donc, c'est vraiment de pouvoir favoriser un accompagnement concret et direct avec des résultats concrets. Mais on voulait vraiment surtout créer des ressources pour l'entreprise, des ressources humaines, mais surtout des ressources financières, parce qu'on parle aussi en tant qu'entrepreneur, un des grands défis, il y en a des nombreux, mais un des grands défis, c'est des défis de financement. Donc, comment qu'on pouvait aider l'entrepreneur à accélérer son évolution entrepreneuriale en mettant en place, si on veut, une structure de financement. Mais on a été à deux niveaux. On a été au niveau de l'entrepreneuriat avec la création du programme de l'entrepreneuriat pour les communautés noires, où ce que on a sensibilisé, on a engagé le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, à investir 351 millions de dollars en partenariat avec des institutions financières pour supporter financièrement ces entreprises-là, gérées par des gens issus des communautés noires. L'entrepreneuriat des entreprises, c'est une chose, mais il faut la regarder aussi du côté, on parle d'impact social, économie sociale, mais il y avait également du côté des entreprises à but non lucratif. Il fallait essayer également de trouver une façon de les aider au niveau financement. Donc, c'est là qu'on a pu créer l'initiative en partenariat avec le gouvernement fédéral, donc l'initiative d'appui aux communautés noires. Donc, c'est un investissement global de 100 millions de dollars pour vraiment aider en support au renforcement des capacités des organisations à but non lucratif du Canada. Donc voilà. Wow! C'est beaucoup de choses. Puis là, je vais aller en rafale avec des petites questions parce que les gens, des fois, ont besoin d'avoir tu as mentionné tantôt concret, puis tu as parlé du 100 millions, du 351 millions. Quand on entend les chiffres millions, habituellement, on a l'attention des gens. Donc là, on va continuer avec des chiffres concrets. Edgar, est-ce que tu peux nous dire combien approximativement d'entrepreneurs, puis là, je vais poser question après question, combien d'entrepreneurs a été soutenu ou aidé grâce au groupe 3737? En 5 ans, nous avons accompagné au 31 mars 2021 754 entrepreneurs. Wow! Et de là, avez-vous le nombre d'employés ou d'emplois qui a été créé? Encore une fois, en 5 ans, nous avons créé 412 emplois. Et si on regarde un petit peu les revenus générés, est-ce qu'on a une idée des revenus générés par ces entreprises? Encore une fois, au 31 mars 2021, 103 millions de chiffres d'affaires qui ont été générés par les entreprises accompagnées par le groupe 3737. Un comptable, hein, il connaît bien ces chiffres. On parle, c'est important de voir, si on veut, pas l'ampleur, mais à quel niveau. Donc, on a commencé avec une portée locale, donc c'est vraiment Montréal et les environs. Par la suite, en 2020, on a agrandi, si on veut, notre portée avec l'initiative d'appui aux communautés noires, avoir une portée provinciale. Et là, maintenant, depuis 3 mois,
dans le cadre du programme d'entrepreneuriat pour les communautés noires, maintenant le groupe 3737, toujours en partenariat avec le gouvernement fédéral, on va pouvoir répliquer notre accompagnement. Donc, ce ne sera plus une portée locale ni provinciale, ça va être maintenant une portée nationale, où ce que le groupe 3737 va ouvrir plusieurs bureaux. Donc, on va avoir au total 14 bureaux à travers le Canada pour répliquer notre modèle dans différentes villes canadiennes et, si on veut dupliquer, on l'espère, 14 fois les résultats que nous avons atteints, principalement dans la province de Québec. Et qui sait, peut-être à Dakar. Peut-être à Dakar. Tout à fait. Alors, écoutez, je voulais vous remercier, Annick, Pape, Madeleine, Edgar. C'était un plaisir d'être avec vous et je voudrais faire un petit shout-out à Jean-Louis qui nous a permis d'être ici aujourd'hui à Adja Radio. Franchement, on apprécie. C'est agréable d'être entouré d'amis. Alors, j'espère que tous on vous a inspiré un petit peu l'entrepreneuriat et que vous allez aller chercher l'information pour vous partir en affaires. Donc, de Adja Radio, on vous dit merci à tous.